Merci aux organisateurs de cette invitation qui me permet de mettre en valeur ma discipline, l'immunologie. Comme vous le savez, la science qui étudie le système immunitaire, lequel système immunitaire nous protège notamment des agents infectieux, mais aussi il est partout et il est impliqué dans beaucoup de pathologies, les pathologies auto-immunes dans lesquelles il se retourne contre notre propre organisme et crée des lésions, mais aussi, et c'est plus nouveau, tout un tas de processus neuro. Pardon ? Face aux deux micros. Et bon. Parler avec un peu de conviction. De conviction. Ouais, avec un ton convaincu. Je manque de conviction. Bon, non. C'est la première fois qu'on me dit ça. Non, c'est la première fois qu'on me dit ça. Voilà. Bon. Bref. Alors, le système immunitaire, il est partout. J'aurais pu choisir, pour faire plaisir à René, de parler du système immunitaire et des fausses couches à répétition d'origine immunologique. Mais compte tenu de l'audience que je pressens dans la salle, j'ai préféré vous parler du système immunitaire en neurologie et notamment en neuropsychiatrie. Et j'espère que ça va vous intéresser. Donc avant de mettre en valeur les espoirs portés par l'immunologie, il faut quand même que je crédibilise ma discipline qui est à l'origine de la plupart des progrès thérapeutiques importants au cours de ces dernières decades, de ces dernières décennies, nonobstant évidemment les progrès dans la drépanocytose, évidemment. L'immunologie, elle a déjà tenu ses promesses. Bon, la vaccination, j'espère que la plupart d'entre vous sont convaincus que c'est quelque chose de tout à fait important et efficace. On ne serait peut-être pas là pour en parler si on n'avait pas eu un bon vaccin anti-Covid. Vous savez peut-être moins qu'évidemment ce qu'on appelle les biologiques, donc les molécules en général issues de protéines, ont révolutionné le traitement des maladies auto-immunes. Je vous montre ici une image de ce qu'on voyait encore quand j'ai fait mes études de médecine, c'est-à-dire des patientes qui arrivaient avec des polyarthrites rhumatoïdes extrêmement invalidantes et des douleurs terribles. On ne voit plus du tout ce type d'expression de la maladie grâce aux traitements qui ont été mis en œuvre depuis maintenant quelques décennies. Et puis aussi, vous le savez peut-être, les immunothérapies dans le domaine du cancer ont révolutionné le traitement d'un certain nombre de cancers, avec par exemple deux types de traitements qui ont vraiment fait leurs preuves, ce qu'on appelle les checkpoint inhibitors, qui sont des molécules qui activent le système immunitaire directement à aller tuer les tumeurs, et ça dans des pathologies comme le mélanome, le cancer du poumon et bien d'autres. Ça a vraiment changé le pronostic des patients sévères. Et je vous montre juste cette slide qui vous montre la survie de patients traités par ces checkpoint inhibiteurs dans un contexte clinique où la survie est quasi inexistante. Et on voit qu'avec un de ces traitements, on a déjà une amélioration significative. Et quand on associe ces traitements ensemble, ça va beaucoup mieux. Et si je vous dis maintenant qu'on a 9 molécules qui sont autorisées dans ce contexte-là, ça vous donne une idée du type d'association qu'on peut faire et de ce qu'on peut espérer comme amélioration. Donc ma discipline étant crédibilisée, je vais vous parler de ce que je pense être une des grandes promesses de l'immunologie en 2024, qui est la promesse qui est faite d'améliorer la compréhension et ensuite le traitement d'un certain nombre de pathologies neuro-immunologiques, y compris neuropsychiatriques. Et je vais vous montrer deux exemples de ça, qui sont les troubles du spectre autistique et, si j'ai le temps, la psychosomatique. Donc les troubles du spectre autistique, moi je me souviens, c'est évidemment, je ne suis pas psychiatre, mais ni psychanalyste, juste utilisateur. Bon, à l'époque, on a été tous biberonnés par Bettelheim et ses théories sur l'autisme, des mères réfrigérateurs, de l'autisme comme trouble psychologique et du traitement qui consistait à séparer les enfants de la mère. Cette théorie, comme vous le savez, elle a été largement critiquée. On lui a reproché de ne pas avoir de preuves scientifiques et puis d'avoir un impact assez négatif sur les familles, si ce n'est les enfants. Et en fait, bon, il y a une époque post-Bruno Bettelheim dans laquelle la science est intervenue de façon un peu plus précise pour montrer que, dans le fond, l'autisme était bien une maladie neurodéveloppementale, donc qui affecte très directement le système neurologique. Mais c'est encore pas tout à fait compris de tous. J'ai pris ça d'une source qui est Wikipédia, c'est pas ce qu'il y a de plus scientifique, mais qui montre que encore aujourd'hui cette théorie joue d'un large soutien en France. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est vrai dans cette salle. Je vais essayer quand même de vous montrer que l'autisme, avec des travaux récents qu'on a fait, c'est vraiment un problème neurodéveloppemental effectivement, mais immunologique également. Alors pour soutenir ces propos, des expériences qu'on a réalisées, enfin d'abord la thématique des troubles du spectre autistique, il y a un certain nombre d'études récentes
qui ont relié de façon très claire les troubles du spectre autistique au fait que la mère, pendant le premier trimestre de la grossesse, a eu soit une infection sévère, soit une poussée d'une pathologie auto-immune qu'elle avait. Et dans le cas des infections, par exemple, une étude assez ancienne, mais qui est très significative, c'est une épidémie de rubéole aux États-Unis dans les années 60. Jusqu'à 10% des enfants nés de mères ayant eu une rubéole dans le premier trimestre de la grossesse ont développé des troubles du spectre autistique. En ce qui concerne les maladies auto-immunes, quand on regarde juste les registres, on voit que les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, 16% d'entre eux ont des mères qui ont des pathologies auto-immunes, alors que pour les enfants neurotypiques, on n'a que 2% de mères qui ont des pathologies auto-immunes. Donc ça a amené à un concept nouveau, qui est très étudié maintenant, qui est celui de l'activation du système immunitaire maternel, laquelle activation du système maternel entraînait des troubles neurodéveloppementaux qui étaient responsables de ces troubles. Et ça, je vais essayer de vous en convaincre, on peut l'étudier chez la souris. Alors, autisme chez la souris, oui, et ben on peut en fait s'intéresser et mesurer l'effet de la seconde intervention chez la souris, peut-être plus facilement que chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'autisme, c'est un trouble du comportement social. Il est aussi associé à des troubles de fonctions répétitives et autres. Et la souris, alors évidemment, interroger un enfant autistique de 2 ans en présence de sa mère, c'est parfois difficile de recueillir des informations fiables. Mais chez la souris, on peut faire des choses très simples. On peut les mettre dans des cages en plastique, comme celle qui est montrée sur cette diapositive, laquelle a des capteurs qui regardent où les souris sont présentes. Les mêmes souris, elles ont des petites balises GPS qui permettent de les localiser également. Et puis, on met 4 souris dans une cage, il y a une caméra au-dessus, et pendant toute la nuit, dans le noir, là où elles sont le plus actives, on étudie ce qu'elles font, d'accord? Et ce qu'elles font, alors c'est représenté, on peut mesurer spécifiquement tout un tas de paramètres, c'est combien de temps elles passent isolées, combien de temps elles passent en groupe de 2, combien de temps elles passent en groupe de 3, combien de temps elles sont nez à nez, ou autre. Et à la fin de l'expérience, on a un listing avec des mesures de tout ça, qui est quelque chose d'assez objectif, et qui permet de détecter que lorsqu'on crée cette fameuse activation du système immunitaire maternel chez la souris, pendant une période qui est au début de la grossesse, autour du jour 12, on génère des troubles de comportements sociaux qui sont parfaitement caractérisés par exemple, ce type d'expérience, mais il y en a d'autres également. Donc, à partir de là, on a alors ces troubles de cette activation du système immunitaire. On peut aller la regarder en détail. On a vu que c'est l'activation chez la mère d'un type très particulier de cellules, qui sont des cellules pro-inflammatoires, qui étaient à l'origine de ces troubles chez le nouveau-né, dans la progéniture. On a pu montrer qu'il y avait des récepteurs sur les neurones qui captent une molécule produite par ces cellules pro-inflammatoires. Et on a montré que on pouvait, dans les situations où il y a plus de production de ces cellules, éviter qu'il y ait des troubles du spectre autistique chez la souris. Et puis nous, on a étudié d'autres catégories de cellules dans ce même contexte, qui est celle qui justement régule l'inflammation. Et on a montré que chez le nouveau-né, dans la progéniture des souris qui vont développer des troubles du spectre autistique, ces cellules, non seulement elles sont impliquées dans une absence de contrôle de l'inflammation, mais si on les stimule et on les active, on va pouvoir réguler cette inflammation. Alors, une petite expérience, je me suis dit quand même pour l'audience en question. Bon, ici, on regarde des cellules qu'on isole des méninges des souris, qui sont issues soit de souris contrôle, soit de souris chez qui on a induit une activation du système immunitaire chez la mère, ou d'autres souris qui ont la même activation, mais ensuite un traitement immunomodulateur qui va stimuler ces cellules. Et ce que vous pouvez, j'espère, voir, c'est que dans des souris, disons, contrôle, on a un certain nombre de cellules qui sont dans les méninges, cette membrane qui entoure le cerveau. En violet, ce sont des cellules qui sont pro-inflammatoires, qui génèrent de l'inflammation, et puis en rouge, des cellules qui contrôlent l'inflammation. Et vous voyez qu'il y a évidemment une anomalie. Alors chaque point, c'est une cellule. Il y a des anomalies majeures avec une infiltration des cellules pro-inflammatoires qui
qui est tout à fait significative chez les souris qui ont des troubles du spectre autistique, une diminution des Treg. Et lorsque vous traitez pour stimuler ces Treg, elles augmentent en nombre et vous faites complètement disparaître l'inflammation. Et en même temps, vous supprimez totalement les troubles du spectre autistique qui ont été mesurés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça ouvre la voie à des thérapeutiques immunomodulatrices de l'autisme. Alors, s'il me reste 2 minutes, je voudrais traiter un autre thème qui est la psychosomatique, avec des travaux que j'ai pas du tout conduits, mais qui m'ont complètement fasciné, qui sont des travaux assez récents. Donc, la psychosomatique, donc c'est l'idée que des facteurs d'ordre psychique peuvent rendre compte de la causalité et de l'éthiopathogénie de certaines maladies. Donc ça, je crois que c'est ce qui peut-être est remis en question par ce que je vais vous montrer. Par contre, ces émotions durablement réprimées sur le plan psychique qui seraient responsables de ces pathologies, elles sont véhiculées par des voies nerveuses autonomes, c'est ce qui est compris aujourd'hui, et ça reste probablement vrai. Alors, une expérience extrêmement intéressante et qui est justement l'expérience qui m'est fascinée, que je vais vous présenter ici, qui a été réalisée par Asia Holz au Terknion et qui est résumée sur cette slide de son papier publié dans une excellente revue. On a encore une fois des souris ici, qui sont des souris qui ont été manipulées génétiquement, de sorte que quand on stimule des neurones chez ces souris, ces neurones, ils deviennent marqués, on peut les repérer, d'accord ? Mais non seulement on peut les repérer, mais un peu plus tard, on peut revenir et les activer spécifiquement. Et il n'y a que ces neurones-là qui seront activés. Donc on peut définir des circuits neurologiques et réactiver ces circuits après. Et qu'est-ce qui se passe chez ces souris quand on crée une inflammation, par exemple une colite expérimentale ? On injecte un produit qui va créer une forte inflammation au niveau du côlon. Cette inflammation, on peut voir qu'elle est tout à fait, perçue par le système nerveux central, et on va isoler un certain nombre de neurones qui vont être mis en œuvre et transporter une information dans une région du cerveau qu'on peut tout à fait définir et que le cortex insulaire. Bon, jusque-là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que notre cerveau perçoit ce qui se passe dans l'organisme et quand il y a des agressions, il reçoit une information, ça n'est pas ce qui est le plus surprenant. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que quelques mois plus tard, quand évidemment la colite a disparu, que la souris vit sa vie normale, enfin normale dans une cage au laboratoire, mais bon, on peut restimuler ces neurones-là. Et c'est la seule chose qu'on fait, on restimule des neurones. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne dans le mille. On revoit apparaître la même inflammation colique, qui est un événement dans lequel les cellules immunitaires sont mobilisées, tout un tas de produits, de molécules sont produites et qui créent des symptômes, parmi lesquels notamment la douleur ou autre. Donc ça, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous dit qu'effectivement, il y a bien une psychosomatique qui est peut-être liée par l'activation de voies neurologiques, mais pas nécessairement par un bouleversement chimique, je ne sais plus comment c'était exactement mentionné dans l'article que je vous ai montré, mais que donc les symptômes de personnes souffrant de maladies psychosomatiques ne sont pas forcément une chimère uniquement dans leur tête, mais une réalité somatique qui pourrait éventuellement donner lieu à des traitements. Et pour conclure, puisque c'est des traitements, des promesses de l'immunologie, mais en ce qui concerne les études sur l'autisme que nous avons réalisées, nous venons de commencer un protocole thérapeutique chez l'enfant à l'hôpital Robert Debré avec Pierre Ellul et Richard Delorme. Donc dans 2 ans, pourra savoir si les promesses que je vous ai faites sont des promesses qui sont tenues ou pas. Merci.